bienvenue dans l'Africa Newsroom en cette semaine spéciale secteur aérien, un secteur qui représente un véritable marché et pourtant la concurrence est telle que les compagnies étrangères sont plus présentes dans le ciel africain que les compagnies africaines elles-mêmes. Et au sommaire également de cette émission, Daesh en Libye, ce n'est ni un mythe ni une légende. Le groupe terroriste est de plus en plus présent dans le pays. Son dernier objectif, faire main basse sur le pétrole libyen. S'il y arrivait, la situation serait comparable à celle de la Syrie. Comment éviter une telle catastrophe? On tentera d'y répondre ce soir. On parlera également de la Centrafrique qui s'est battue pour des élections libres et transparentes malgré des couacs relevés par-ci, par-là. Les observateurs ont salué le bon déroulement du scrutin. Pourtant, une quinzaine de candidats demandent l'arrêt du processus électoral. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité, Hamidine Khan, économiste, bienvenue. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-François Akandji-Kondé qui fait là la première de l'année 2016. Meilleurs vœux, Jean-François. Meilleurs vœux Amira et puis bonne année 2016 à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Daesh tente de faire main basse sur le pétrole en Libye. Une série d'attaques a été menée par l'organisation terroriste dimanche 3 janvier lors des affrontements. Un réservoir d'une capacité de 420 000 barils de pétrole a pris feu. Le dernier bilan fait état de 7 victimes, parmi lesquelles un civil, Olivia Yeredobre. Le groupe État islamique attaque des installations pétrolières dans l'est de la Libye. Ce dimanche 3 janvier 2016, la branche libyenne du groupe djihadiste État islamique a mené 2 attaques près d'importantes installations pétrolières dans les villes d'Al-Sidra et de Ras Lanouf. À l'arrêt depuis plus d'1 an, ces terminaux exportaient près de 80% du brut libyen. Depuis plusieurs semaines, l'organisation terroriste tente une percée vers l'est depuis Sirte pour atteindre la zone du croissant pétrolier où sont situés les principaux terminaux pétroliers. Nous avons été attaqués ce matin par un convoi d'une dizaine de véhicules armés de l'EI à El-Sedra et Ras Lanouf. Les assaillants ont été repoussés mais 2 soldats sont morts dans l'attaque. Ils ont ensuite mené une attaque par le sud de la ville de Ras Lanouf mais n'ont pas réussi à y entrer. L'État islamique contrôle la ville de Sirte qui abrite 73% des réserves d'or noir du pays et compte près de 55 puits. Comme en Syrie et en Irak, l'objectif du groupe djihadiste est de faire main basse sur le pétrole en Libye. Dès lors que Daesh arrive à capter des ressources énergétiques, que le pétrole, il peut poursuivre son développement. Il peut poursuivre son développement territorial, mais aussi un développement économique et essayer d'être autonome comme cela se fait actuellement en Syrie. Donc les conséquences seraient désastreuses pour la Libye parce que la Libye est déjà au bord de l'implosion malgré l'accord politique. Donc Daesh, c'est vraiment actuellement l'ennemi qui devrait être un ennemi commun pour le gouvernement de Tobrouk et de Tripoli qui viennent de se réconcilier. Vous avez un État qui arrive à surgir en Libye, un État islamique, comme cela a été le cas en Syrie et en Irak, vous avez une Libye qui serait coupée en 2. Donc le risque, c'est cela, c'est vraiment l'implosion de la Libye. La présence de Daesh en Libye constitue une sérieuse menace pour toute l'Afrique du Nord et la bande sahélienne. Cette dernière est déjà confrontée sur le flanc sud à la montée en puissance de Boko Haram qui ne cesse de multiplier ses attaques en vue de déstabiliser des pays tels que le Tchad ou encore le Nigeria. Alors on le rappelle, contrairement à la Syrie, les terroristes en Libye ne contrôlent pas les puits de pétrole, mais les tentatives se multiplient depuis quelques mois. On le voit très bien, Monsieur Khan. Y a-t-il un risque que les terroristes de Daesh atteignent leur objectif, à savoir faire main basse sur le pétrole libyen? C'est ce que nous craignons, et puis il faudra le souligner, ils sont en train de monter en puissance. Donc la montée en puissance de Daesh en Libye est une menace sous-régionale et puis continentale d'ailleurs. On l'a vu en Syrie et en Irak. Et puis ce qu'il faudra souhaiter, c'est que les 2 puissances régionales qui sont frontalières, par exemple, qui sont frontalières à la Libye, que ce soit l'Algérie et puis l'Égypte, s'engagent frontalement à contrer la montée en puissance de Daesh. Ça, il ne faudra pas que les Africains, ça veut dire les pays du Maghreb et puis du Mashrek, le sous-estiment, parce que c'est une menace aussi interne à ces 2 pays. Donc, avec l'appui de l'Occident, la France est déjà prête, avec ses bases au Tchad, qui est en train de faire des surveillances. Donc, je crois qu'il faudra une coordination entre les États du Maghreb et du Mashrek, même avec le Tchad, et puis
l'appui aérien et puis de l'appui aussi, par exemple, par l'information, le renseignement de la France, des États-Unis et puis de l'Allemagne. Je crois que ce serait un bien nécessaire que de mettre dehors Daesh, parce que sinon c'est toute cette région de l'Afrique qui sera mise à feu et à sang. Oui, Jean-François, comme l'a très bien souligné M. Kane, la résolution de la crise libyenne est vitale pour l'ensemble de la sous-région et même pour le continent africain. Pour l'ensemble du continent, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Et je dirais que c'est la paix mondiale qui est menacée. On a entendu François Hollande, Barack Obama déclarer la guerre à Daesh, à l'État islamique, et concentrer des forces, y compris la Russie, concentrer des forces en Syrie ou sur le pourtour syrien. Moi, je n'ai pas compris pourquoi cette affaire, s'agissant de la Libye, devient une affaire purement africaine, alors que l'origine quand même de la catastrophe est une origine internationale. C'est quand même les forces internationales qui sont venues détruire ce pays, et on savait très bien qu'à partir du moment où Daesh est pris dans un étau en Syrie, il faut qu'il se développe ailleurs. Et c'est pas le début seulement, ça fait plusieurs mois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les terminaux pétroliers sont visés, parce qu'il faut bien que Daesh se finance. Hein. Donc les États frontaliers sont bien sûr concernés. Il faut qu'il y ait une solidarité, mais je ne pense pas qu'à eux seuls ils puissent parvenir aux fins de Daesh. Il faudrait une coalition internationale et on tire les conséquences des déclarations et des résolutions du Conseil de sécurité que l'on prend à tour de bras, notamment s'agissant des forces des puissances internationales. Oui, Daouda Senovou, il faut une intervention militaire en Libye pour combattre Daesh. La résolution de crise qui a l'air de se dessiner, puisque les deux parlements rivaux ont signé un accord qui doit être d'ailleurs voté aujourd'hui par le Parlement reconnu par la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que cet accord peut, à lui aussi, tout seul, résoudre la crise libyenne ? Écoutez, Amira, moi j'ai toujours soutenu un accord politique plutôt qu'une intervention militaire. Mais de quelle manière cet accord politique peut combattre Daesh ? Justement, et là justement je change de fusil d'épaule. Dès l'instant que Daesh commence à s'étaler en Libye, je pense que là l'accord politique seulement ne suffira pas. Et il faudra certainement arriver à cet accord d'abord, puisque même la communauté internationale, si elle doit intervenir, elle devra quand même avoir des interlocuteurs identifiés, fiables. Et aujourd'hui, il n'y a pas ces interlocuteurs-là qui s'entendent en tout cas pour parler avec la communauté internationale en vue d'une résolution de la crise. Donc cet accord me semble très important et à mon avis, il faudra y passer. Maintenant, accord ou pas accord, si on constate que l'État islamique se développe comme ça se fait aujourd'hui, je pense que quand même des frappes militaires ou des interventions ciblées, en tout cas pour stopper cette avancée, me semblent nécessaires aujourd'hui. Puisque si on n'y prend pas garde à ce qui est en train de se passer à Sirte notamment, ensuite c'est les frontières de la Libye. Hein. On a l'Égypte, la Tunisie, on a le Niger, le Tchad, et ensuite on descend vers le Mali, le Burkina Faso, etc. Et on sait très bien que pour revenir rapidement sur la crise malienne, les soldats sont venus de la Libye. Donc, quelque part, c'est vraiment la poudrière de l'Afrique aujourd'hui, à mon avis, en ce qui concerne le terrorisme. Et en Centrafrique, alors que les résultats complets de l'élection présidentielle sont attendus d'ici jeudi ou vendredi, une dizaine de candidats a demandé l'arrêt du processus électoral, une exigence qui ne risque pas d'être satisfaite, mais qui fait polémique dans ce pays d'Afrique centrale qui tente tant bien que mal de sortir d'une crise politique, sécuritaire et économique sans précédent. Kradela Tchakounte. Nouveau rebondissement en Centrafrique. Alors que le pays est dans l'attente des résultats officiels de la présidentielle du 30 décembre 2015, une vingtaine de candidats demandent la suspension du processus électoral. Ces derniers font état de nombreuses irrégularités après la publication des premières tendances et appellent à la relance d'un dialogue consensuel. Les opérations électorales ont révélé de graves insuffisances d'organisation, de multiples irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin. Ces sérieux manquements qui entachent les opérations électorales en cours conduiront au rejet des résultats par la population, entraînant inéluctablement un nouvel embrasement du pays. Repoussé à plusieurs reprises pour des contraintes logistiques et sécuritaires, le processus électoral a en effet mis du temps à démarrer, mais pas de quoi remettre en cause l'ensemble des efforts. Pour certains, des concertations s'imposent. On est parfaitement d'accord que les conditions pour organiser les élections en Centrafrique n'étaient pas toutes réunies.
est-ce que les arguments avancés méritent d'absorber tous les efforts fournis au cours des dernières semaines? Il faudrait peut-être que l'on essaye d'apporter une négociation diplomatique internationale auprès des différents acteurs pour que, avant la publication définitive des résultats, que tous les acteurs puissent se retrouver au moins en comité réuni urgent. Sinon, je pense qu'on risque d'aller dans tous les sens. Même position du côté des observateurs qui s'accordent à dire que les élections se sont bien déroulées. Malgré cela, les candidats contestataires entendent saisir la Cour constitutionnelle. Leurs revendications peuvent-elles aboutir? Rien n'est moins sûr. Pour ce qui est de l'autorité nationale des élections, elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de stopper le processus électoral en cours, un processus censé mettre fin à plus de 3 années de conflit. Jean-François. Ah oui, je me tourne vers vous sans surprise. Vous connaissez très bien le dossier centrafricain. Est-ce que vous comprenez les exigences de cette quinzaine de candidats? C'est peu de dire que je ne comprends pas. Je trouve que c'est honteux, mais bon, passons sur le terme. Nous avons là une situation dans laquelle tous les partis, notamment les 20 qui ont signé cette déclaration-là, tous les partis avaient accepté, malgré la situation, les conditions dont on disait qu'ils n'étaient pas réunis, avaient accepté d'y aller. Il y avait même une formule en République centrafricaine pour le dire, c'était « allons seulement ». Allons seulement, et ils l'avaient tous à la bouche. Et puis, il y avait une deuxième slogan, c'était « premier tour KO ». Ils étaient tous persuadés que le premier tour était KO. On y va, on va aux élections. Et je trouve que ces élections, c'est ce qui devrait rester, me semble-t-il, à manifester du fait que la population de la République centrafricaine, les citoyens centrafricains, sont en train de donner des leçons à tout le monde, et je pense même que c'est eux qui vont assurer l'éducation de leur élite politique. Dans les conditions d'insécurité qu'il y avait, il y a eu 72% d'électeurs qui sont allés, parfois au risque de leur vie, qui sont allés voter. Et aujourd'hui, dès que les résultats ont commencé à tomber, vous prenez la vingtaine de candidats, à part 1 ou 2, vous faites le total, ça représente même pas 10%. Même pas 10%. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un retour. Je pense que c'est plutôt des nostalgiques des temps anciens, qui sont habitués au fait que le pouvoir en République centrafricaine est une affaire de gâteau qui se partage entre des gens bien nés, et qui sont habitués à ce que le peuple n'ait pas son mot à dire, et ils pensaient pouvoir le refaire à nouveau, ce à quoi ils appelaient ça une table ronde qu'on appelle du dialogue inclusif, pour pouvoir être tous là en train de manger le gâteau, et puis par ailleurs, avec la menace sous-jacente, si je ne suis pas là, je serai en rébellion. Et ceci est inacceptable. Aujourd'hui, alors la situation telle qu'elle a été présentée, elle est en pleine décroissance. Les citoyens centrafricains ne se laissent pas faire. Je pense que c'est la seconde leçon. Et un certain nombre de responsables politiques se sont déjà désolidarisés de cette déclaration d'avant-hier, ce qui est heureux. Il faut que le processus aille jusqu'à son terme. Et je pense que comme on le dit, comme je l'ai dit d'ailleurs à propos du Congo, à propos du Rwanda, l'essentiel, c'est qu'aucun sang de Centrafricains ne puisse couler à nouveau. Il faut aller vers la paix, il faut aller vers une situation plus sereine, quel que soit celui qui a été élu, au moins qu'ils tiennent leur parole. Ils ont signé un accord de bonne conduite. Il faut qu'ils tiennent leur parole, qu'ils respectent les urnes et qu'ils respectent les Centrafricains qui ont fait preuve de dignité, qui ont déjoué tous les pronostics de ceux qui pensaient qu'ils pouvaient les acheter leur voix, qu'ils étaient le candidat de la France et que ça leur assurerait la pérennité. Ils ont déjoué tous les pronostics. Moi, je suis très très fier de dire que je suis centrafricain aujourd'hui. Monsieur Kane, c'est vrai, il y a eu des couacs, on l'a vu, on ne va pas le nier, mais pour un pays comme la Centrafrique, qui sort d'une crise particulièrement profonde, très grave, on peut dire que c'est un pays qui revient de loin. Par rapport à tous ces critères, on peut dire clairement que les élections se sont bien passées. On a du mal à comprendre que certains candidats demandent l'arrêt immédiat du processus électoral. Moi, je crois, comme il l'a dit, il faudra féliciter le peuple centrafricain et puis que les élections doivent se poursuivre. En aucun cas, on doit les interrompre. S'ils ont des recours à faire, ils n'ont qu'à le faire par après. Mais il faudra que les élections se poursuivent et puis que le gagnant, que ce soit Taoudera ou bien Anissé Doléguélé ou bien d'autres, puisse être choisi comme président de la République, quitte à former un gouvernement de consensus, d'union nationale, pour que toutes les sensibilités centrafricaines soient prises en compte. Mais en aucun cas, il ne faudra stopper les élections.
Il faudra que les organisateurs soient fermes, que les Nations Unies soient fermes, et puis que les Africains qui sont là-bas, les forces africaines, soient aussi aux aguets pour que toute tentative de débordement soit maîtrisée ou bien soit punie correctement. Parce qu'il ne faudra pas essayer de replonger dans cette poudrière qui était pendant 3 ans, la Centrafrique n'était qu'à feu et sang. Et puis personne ne pouvait sortir justement de cet imbroglio. Maintenant, je crois que l'heure est à l'apaisement. Il faudra que les gens se reviennent correctement dans une vie normale pour que le développement puisse être réfléchi correctement. Parce que la Centrafrique, c'est un pays qui a énormément de potentialités. Et puis depuis les indépendances jusqu'à présent, on ne voit rien du tout. Toutes les richesses ont été partagées, que ce soit le diamant, le bois, ils ont des potentialités agricoles immenses, mais rien n'a été fait. Et puis ça, c'est un dommage pour toute l'Afrique et pour la Centrafrique en principe. Rapidement, Daouda, très vite un mot justement sur cet appel à ces 15 candidats qui demandent l'arrêt immédiat du processus électoral en Centrafrique. Non, moi je crois qu'il faut poursuivre. Il n'y a pas d'élection parfaite, j'allais dire même dans le monde, même dans les grandes démocraties mondiales, occidentales, il y a des fois des couacs. L'important c'est que fallait y aller. L'élection a eu lieu. Je pense que remettre en question toute l'élection, ce serait quand même faire un pas en arrière. Alors, c'est pas ça le but. Puis, comme l'ont dit à la fois Jean-François et M. Ken, je pense qu'il faut, s'il y a des contestations, il faut les mettre sur la table, etc. Mais l'annulation de l'élection, pour moi, n'est pas une solution du tout. Et j'ai envie juste de dire... que le meilleur gagne. Je ne suis pas centrafricain comme mon cher ami, mais on reviendra d'ailleurs sur les résultats complets qui seront dévoilés jeudi ou vendredi. On ne fera aucune réaction par rapport aux résultats qui sont encore provisoires. On sait à quel point c'est dangereux. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.